Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse et de décryptage de l'actualité politique nationale et internationale. Ce soir, nous parlons de la rentrée scolaire 2019-2020, une rentrée controversée dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. On parle également de la fin des inscriptions sur les listes électorales. Ce soir, nous posons sur la table du débat les préalables d'une élection libre et transparente. Je ne vous en dis pas plus, on prend le sommaire de Jean-Marie Kenfac. Timide est le qualificatif qui convient le mieux pour décrire la reprise des cours dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour le compte de l'année scolaire en cours. Les populations de ces parties du pays en crise ne sont visiblement pas encore décidées sur le mot d'ordre à suivre, même si pour la plupart, elles souhaitent retrouver le chemin des classes. Souhaiter, c'est déjà bien, mais il y a toujours ces coups de feu qui retentissent, comme pour dire malheur à qui sortira de chez lui. Bamenda a d'ailleurs été le théâtre de scènes de ce genre, le jour même de la rentrée scolaire, non loin de son avenue commerciale au quartier Mata. Des sources révèlent que les tirs entendus provenaient d'un échange entre l'armée et les sécessionnistes. Les mêmes qui ont ordonné le 26 août dernier 3 semaines de ville morte. Dans le Nord-Ouest, le délégué régional de l'enseignement secondaire fait savoir que la rentrée n'était effective qu'à 8%. Au Sud-Ouest aussi, l'affluence n'aura pas été de mise. Et pourtant, loin des troubles, Yaoundé a passé le week-end à espérer que les choses changent. Quelques ministres et directeurs généraux se sont d'ailleurs bien produits à côté de la force de l'expérience. Son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, fera sans doute bonne figure lors des consultations électorales à venir. Alors que les inscriptions sur les listes se sont achevées le 31 août dernier, plusieurs acteurs politiques continuent de s'interroger. Elections Cameroun et le Conseil constitutionnel sont-ils encore crédibles si jamais ils l'ont été? Invitée au débat ce mardi, Hélène Com, membre de la commission communication au comité central du RDPC, Gribal Nda, secrétaire régional pour le Centre du Social Democratic Front, Joseph Niek, membre titulaire du comité directeur du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, et François Mboké, directeur de publication de l'hebdomadaire pratique de l'emploi, de l'économie et des finances, Diapason. Bienvenue à vous sur le plateau de Chantier politique et bon débat en compagnie de Cédric Ndiongo. Merci à vous, très cher Jean-Marie Kenfac, et merci surtout pour ce très brillant sommaire, comme vous savez si bien le faire. Je commence par accueillir les invités qui ont déjà été présentés par les soins de notre très cher Jean-Marie Kenfac. Je commence bien évidemment par ma droite avec vous, Grimbald Nda. Vous êtes le secrétaire régional du Social Democratic Front. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Monsieur Ndiongo. Merci d'être ici. Je dis aussi bonsoir à mes co-panélistes. C'est un plaisir de vous avoir ici avec nous. Ça fait quand même longtemps. On vous a pas vu. Oui, ça fait longtemps. Parce que nous sommes au terrain. On se bat pour le bien-être des Camerounais. Voilà, merci d'être là. Juste à votre côté, j'accueille Joseph Niek. Il est militant du parti du PRCN. Du PCRN. PCRN. Merci Parti beaucoup. camerounais pour la réconciliation nationale. Et également membre du mouvement 11 millions de citoyens. Exact. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Une fois de plus. Bonsoir Cédric, bonsoir aux copanélistes et bonsoir à tous ceux que nous suivent pour le moment. Oui. Nous sommes heureux chaque fois que nous sommes conviés ici pour parler des choses de la nation. Oui. Nous espérons que au terme des échanges, nous n'aurons pas de ceux les milliers de téléspectateurs qui comptent sur la chaîne qui de plus en plus s'impose sur la scène comme une référence. Et c'est pour cela que nous vous avons convié. Nous connaissons la dextérité avec laquelle vous défendez les points de vue de votre leader, de votre parti surtout. J'accueille également sur ce plateau, à ma gauche, Madame Hélène Tuente-Com, militante
de première heure du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Madame, bonsoir. Bonsoir. C'est un plateau coloré ce soir. Oui, bonsoir les panélistes. Je dis un bonsoir spécial au président Boyomo, notre président de la sous-commission de communication au comité central. Je salue... Directeur de l'École supérieure des sciences de technique. Exact. Donc, je salue particulièrement les auditeurs. Les téléspectateurs surtout. Et je sais qu'ils sont très nombreux à nous écouter. Bonsoir à vous-même et bonnes émissions. Merci. On accueille juste à votre gauche François Mboké. Il est le directeur de publication du journal Diapason, que je tiens juste en main, avec une quand même qui a fait jaser, fusion CEMAC, CEAC, l'argent fait problème. François Mboké, bonsoir. Bonsoir Cédric, bonsoir à tous les copanélistes et surtout à nos téléspectateurs que nous suivent de par le monde. Alors, pourquoi l'argent fait-il problème? L'argent fait problème parce que depuis 10 ans que cette commission CEAC-CEMAC a été créée pour emmener les États de la CEMAC et ceux de l'Afrique centrale en général, dont le Rwanda, Burundi, Angola et autres, dans le même panier économique, la même zone économique. Et voilà 10 ans de cela que cela a été créé. Malheureusement, on n'arrive toujours pas à s'entendre. Le président Paul Biya avait été élu par ses pairs comme celui qui devait conduire cette commission. Les résolutions ont été donc finalisées, mais l'argent pour réaliser dans l'ensemble de ces opérations continue de manquer dans le panier. Le Cameroun ayant été jusque-là le seul membre qui a déposé sa quote-part. Donc environ 30 millions fois 2, parce que 30 millions parce qu'on est d'une zone et 30 millions parce qu'on est de l'Afrique centrale. Ça faisait donc 60 millions par membre. Malheureusement, les États ne bougent pas dans la zone CEMAC, dans la zone Afrique centrale, lorsqu'il faut qu'ils parlent ensemble. On voit beaucoup plus de gens faire des actions individuelles, mais lorsqu'on veut parler communauté, contrairement à l'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de réticence. Je rappelle que tout cela est à retrouver dans cette parution de la semaine du journal Diapason, qui est à sa 15e année déjà et qui paraît tous les mercredis, si je ne me trompe pas. Tous les mardis. Merci. Merci à vous, François Mboké. Alors, on commence immédiatement avec la première thématique à l'ordre du jour. Ce soir, on parle de la rentrée scolaire 2019-2020, effective sur toute l'étendue du territoire camerounais, si l'on en croit la une du quotidien national Tribune de ce matin. Avec vous, François Mboké, on reste avec vous pour essayer de comprendre ces sons dissonants au sein de la presse camerounaise. Vous avez d'un côté Cameroun Tribune pour qui tout s'est plutôt bien passé dans le meilleur des mondes. Mais à côté, vous avez le quotidien Le Messager, Mutation, pour qui la rentrée était plutôt timide et quelques rares établissements ont bravé le mot d'ordre de boycott des séparatistes. Pour vous, quels sont les retours qui vous sont parvenus à l'issue de ces 2 premiers jours de classe? Mais je pense qu'on n'a pas besoin, si on veut être honnête, de faire la comparaison des unes. La réalité est là, nous la vivons tous les jours. Nous venons de suivre un brillant reportage en début de cette émission sur les lieux. Ça veut dire que ceux qui en parlent, image à l'appui, et ont beaucoup plus de crédibilité que ceux qui le disent sans nous donner des éléments de preuve. La rentrée scolaire, nous savons tous, surtout pour les zones du nord et du sud-ouest, qu'elle aura, ou alors qu'elle sera comme les 2 précédentes. Ça veut dire difficile, sinon pénible, parce que jusqu'à l'année dernière, environ 7% d'écoles, surtout pour la zone du nord-ouest, ont fonctionné. Et vous avez vu la multiplication des rapts des personnes, y compris les forces de l'ordre, les populations, les enseignants téméraires qui essayaient de continuer de dispenser les cours, et suivis par les élèves qui ont été kidnappés. Toutes ces choses n'ont pas changé, n'ont pas été arrêtées. Il y a eu un effort du gouvernement pour essayer de renforcer la sécurité. On a créé une 6e unité du BIR, le bataillon d'intervention rapide, qui est basé près de Kumba, parce que jusque-là, la zone la zone nord-ouest et sud-ouest était beaucoup plus calme que la zone nord-ouest. Mais les récents mouvements, vous avez vu comment notre Sonara est passé
dans les flammes. Et les sécessionnistes ont revendiqué cette action. Je pense que voilà autant de choses qui permettent de croire que le combat qui était au niveau du nord-ouest s'est déporté aussi au niveau du sud-ouest et qu'il fallait donc prendre ces mesures. Mais ces mesures ne sont pas suffisantes pour que l'école reprenne. Mais ce monsieur la plupart des autorités dans ces zones résident parfois à Douala ou d'autres villes et viennent travailler quand ils le peuvent. Et quand il y a une descente sur le terrain, vous avez vu même le ministre de la Défense, il est escorté dans les blindés. Ouais. Alors, si vous et moi, qui n'avons pas ces moyens-là, devons y aller, quelle sera notre garantie de sécurité? C'est ça le grand problème. Merci. Donc, je pense qu'au niveau, comme vous avez parlé au niveau de la presse, de faire une comparaison, nous devrions continuer d'être objectifs que possible. La presse ne doit pas prendre parti. La presse doit pouvoir donner l'information telle qu'elle s'impose. Mais vous prenez une mauvaise ligne éditoriale parce que de nos jours, nous avons les réseaux sociaux. Malheureusement, nous avons beaucoup de télévision, nous avons beaucoup d'autres journaux. C'est dangereux, c'est humiliant pour un journal de prendre un côté que tout le monde voit négatif et tenter de l'imposer comme étant positif. C'est absolument... regrettable. Voilà, merci. Grimbal Bouda, il faut dire que cette rentrée scolaire s'est tenue dans un contexte où une campagne Back to School avait été engagée par le gouvernement, campagne qui a été suivie par plusieurs membres de la société civile, leaders politiques et même des acteurs du sport. Finalement, a-t-elle tenu ses promesses sur le terrain, cette campagne? Comme nous tous, nous sommes au courant, la campagne Going Back to School, c'est une bonne chose. Oui. Mais nous voyons et nous vivons les réalités sur le terrain. Oui. Et ça m'embête, ça me dérange. Hier, j'ai suivi la CRTV, comme nous venons de le dire, même la tribune, et je ne vois pas une analyse fine de la situation sur le terrain. Oui. Parce que c'est pratiquement impossible. La rentrée scolaire au nord-ouest et au sud-ouest est pratiquement impossible. Ce n'est pas possible. Alors, les enfants ne peuvent pas rentrer aux écoles dans les conditions actuelles. Alors, le journal Mutation nous a informé ce matin que dans la ville de Bamenda, il y a quand même certains établissements qui ont bravé les menaces. Les séparatistes ont ouvert les portes et les enfants sont bien évidemment venus et les cours ont repris dans certains établissements. Taux de présence de 1,8%. Non, taux de présence de 8,75%. Voilà. Soyons francs. Il y a, selon le ministère d'enseignement supérieur, voici les données du ministère d'enseignement secondaire, pardon. Il y a environ 5300 écoles au nord-ouest et au sud-ouest. Et il n'y a que moins de 1500 qui sont fonctionnels. Oui. Moins de 1500. Et dans les moins de 1500 là, au nord-ouest, il n'y a que le département, bien les départements de Ndonga Matung et Mezam qui fonctionnent. Vous voyez? Donc, tu ne peux pas me dire, je vois toujours le gouverneur dans une voiture blindée, oui. Le ministre dans les voitures blindées. Tu ne peux pas me dire d'envoyer mon enfant là-bas. Ce n'est pas possible. Il y a 2 semaines, on m'a envoyé 3 enfants parce que leurs parents disent que jamais ils ne peuvent pas fréquenter à Bamenda. Oui. C'est pratiquement impossible. Les enfants ne peuvent pas aller voir les soldats avec les armes en main. Merci. Et ils vont rester en classe tranquille. C'est difficile. C'est difficile. La situation est tellement difficile. Et ce que je veux dire, c'est que nous devons regarder les causes de ce problème. Les causes, pas les conséquences. Parce que le gouvernement et la plupart des hommes politiques
sont en train de se focaliser sur les conséquences de la crise anglophone, mais ce sont les causes qui sont importantes. D'accord, merci. Madame Hélène Com, le taux de reprise des classes, si l'on en croit le délégué régional des enseignements secondaires dans la région du Nord-Ouest, est de 8,71%. On en parlait tout à l'heure, ce qui est quand même timide. Est-ce à dire que le gouvernement a perdu tous ses moyens d'influence, malgré toutes les assurances qui ont été données avant cette rentrée des classes, assurances à la fois par le gouvernement lui-même, mais aussi et surtout les autorités en charge du maintien de la sécurité. Oui, je dirais là-dessus, Cédric, que le gouvernement que j'applaudis et que je félicite a fait tout ce qui est de son mieux, et la rentrée des classes a eu lieu dans l'ensemble du territoire du Cameroun, aussi dans le nord-ouest que dans le sud-ouest. Peut-être que nous sommes en train de débattre pas au même niveau, les informations, nous n'avons pas les informations au même niveau. Vous n'êtes pas au même niveau d'information. Et également, je pense que la perception, que ce soit des informations venant des médias, de la télé, etc., chacun perçoit par rapport à ses schèmes de référence. Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que l'État, le gouvernement, nous avons vu il y a quelques jours, la semaine dernière, la mobilisation de tous les membres du gouvernement pour parler de la rentrée scolaire. Et ils ont promis, les autorités ont promis que la rentrée aura lieu dans tout le territoire. La rentrée a eu lieu. Donc, nous ne devons pas également, et je le dis à haute voix en direction de ceux qui m'écoutent, nous ne devons pas également penser que la rentrée scolaire à Bamenda aura le même éclat que la rentrée scolaire à Nanga et Boko ou à Yaoundé, où l'environnement n'est pas le même. Nous n'avons pas le même environnement dans ces différentes localités. La situation est un peu plus normale. Un peu plus normale. Donc je dirais que nous devons déjà reconnaître les efforts que l'État fait pour l'éducation de ses enfants. La prise de position que l'État a voulu imposé, je le dirais, pour que l'école reprenne dans le nord-ouest, dans le sud, a eu un écho. Nous avons vu également, parce que le copanaliste a vu qu'il y avait toutes les écoles. Moi, j'ai vu qu'il y avait des écoles, toutes les écoles n'étaient pas ouvertes, mais il y avait des écoles ouvertes. Oui. Moi, je vois le cas de Bamenda avec 650 écoles. Il y a eu quand même quelques écoles ouvertes et la rentrée a eu lieu, d'une part. D'autre part, je voudrais aussi dire que nous, en tant que Camerounais, le Cameroun, c'est notre patrie, c'est notre patrie à nous tous. Nous devons chacun, de sa manière, chacun à son niveau, apporter une contribution positive pour que se prenne fin cette guerre. Moi, je suis une maman, j'ai des enfants et des petits-enfants, et je ne sais pas les mots que je peux employer pour vous dire combien ça me fait mal de remarquer qu'il y en a qui sont contents de voir que les enfants doivent pas aller à l'école. Donc, moi, je pense que tous ces enfants qui sont dans... Moi, je suis passée à Vision 4 le 27 juin, après l'insurrection que les Camerounais, certains perroquets de l'Occident sont allés perturber le séjour du chef de l'État à Genève. Et j'ai dit, ça, la guerre dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, c'est une guerre interne. Et nous avons vu à l'extrême nord comme la position des ressortissants de cette zone. Ils ont pris position contre Boko Haram, et Boko Haram, on n'en parle presque plus. D'accord. Et ils se sont constitués en groupe d'autodéfense, et ils ont encadré, ils ont encadré l'État, ils ont encadré les autorités administratives en direction de la paix. Donc je compte sur... Je suis reine de Bayangam et de photos. Merci. Je compte beaucoup sur mes pères, mes papas, chefs traditionnels, nord-ouest, sud-ouest, pour sortir tous les enfants de la brousse pour que la paix revienne au Cameroun. Voilà. Joseph Niek, entre les assurances du gouvernement qui ont été réitérées par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René-Emmanuel Sadi, et cette réunion qui s'est tenue vendredi 30 août à huis clos au ministère de la Défense, où tous les responsables des questions sécuritaires se sont réunis en vue d'assurer un retour sécurisé, comment comprendre que le message n'est pas passé? Pour la ville de Bamenda, seulement 8% d'écoles
ont ouvert, seulement 8% d'enfants se sont rendus dans ces établissements. Pourquoi cette réticence? Cédric, je pense qu'il y a environ 3 semaines de cela, nous étions autour de ce plateau pour essayer de commencer à envisager dans quelles conditions cette rentrée devait se tenir. Mais vous savez que ce jour, je vous avais dit qu'on sera dans le folklore, on sera dans le forcing, parce que si on aime ce pays, on doit se dire les vérités. Quel que soit l'effet que ça peut donner, et on doit se les dire. Moi, je ne m'attendais pas à si grand chose. Parce que la rentrée scolaire est un aspect de la crise qui était jusqu'à hier une crise anglophone, mais est devenue une crise générale aujourd'hui. Je vous ai dit au soir du 7 octobre, ceux des Camerounais qui avaient espéré un dernier coup de grâce du président de la République par rapport à son élection ont été dessus à plus d'un niveau. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est le stade qui porte le nom du président de la République qui est bloqué aujourd'hui? Ça ne fonctionne pas. Je vous avais dit ce jour qu'on est dans un système bloqué où il faut absolument se ressaisir et passer à la solution qui, pour moi, reste la priorité. Donc, moi, je n'ai pas attendu grand-chose de cette rentrée. Je ne suis non plus content que les choses se soient passées de cette manière. Mais tout ce que je peux dire, sincèrement, le Cameroun a besoin de passer à autre chose pour que... d'ici les 4-5 ans à venir, qu'on ne vive pas pire que cela. Donc ça gêne tout le monde. Ça gêne tout le monde. Il y a eu rentrée. Moi, je vous ai dit qu'il y aura rentrée forcée. Mais vous voyez l'ensemble des copanélistes, même Madame Hélène, elle dit par principe, il y a eu rentrée, mais la vitesse n'était pas la même. Mais la question que je m'avais reposée, si on continue de la sorte, aura-t-on en fin d'année les élèves au même niveau que ceux des autres régions? Mais elle doit tout de suite dire non, mais ça ne fait pas sérieux. On ne peut pas être dans un pays où on est en train de construire en banalisant l'éducation. Le point de départ, c'est l'éducation. Donc, pour moi, vraiment, on va bon discourir. Tant que les actions qu'il faut poser ne le sont pas, ne nous attendons pas à grand-chose de ce côté. Alors, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Peut-être mettre un embargo sur l'éducation dans cette partie du pays. Mais quand vous voyez un Camerounais d'expression anglaise sur ce plateau dire qu'en ce qui concerne la rentrée, ce ne sont pas les conséquences, c'est les causes. Mais il dit tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mépris, l'arrogance, la sourde oreille, la condescendance du gouvernement. On a demandé tout le temps, parce qu'un temps, vous savez, lorsque vous gérez les populations, il est par moments indiqué de se remettre à leur niveau pour vous faire comprendre. Mais quand les Camerounais d'expression anglaise demandent au président de la République de faire un tour de ce côté, pour qu'il l'écoute, il peut m'arriver avec les arguments pour dire à tout le monde que mais tout ce que vous demandez là, on est en droit de le faire, mais les moyens nous manquent pour le moment. Où est le dialogue? Où est la présence du président de la République dans le nord et le sud-ouest? S'il faut aller là-bas en mission commandée, il est celui qui a été élu par les Camerounais. A-t-il peur de se rendre dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest? Il a mandaté le premier ministre chef du gouvernement. Mais regardez dans le décalage. Est-ce que c'est le premier ministre qu'on a élu? Est-ce que c'est le premier ministre qui a été élu autour du 7 octobre? Est-ce qu'il sait même qu'il y a une crise de l'élite politique dans les zones du nord et du sud-ouest? Donc il y a les anglophones. Une grande majorité d'anglophones pensent que ceux-là qui les représentent auprès du gouvernement ne sont pas toujours les personnes souhaitées par eux. Mais dites-moi, est-ce que c'est le président Paul Biya qui a été élu ou bien c'est le Premier ministre? Ce n'est pas le Premier ministre. Qu'est-ce qui coûte au président de faire un voyage au nord-ouest et au sud-ouest? Qu'ils me disent que cette zone a atteint un degré d'insécurité que même sa propre sécurité est en danger. Mais si c'est le cas, ça veut donc dire que c'est de démissionner. C'est de démissionner pour l'amour de son pays. Mais moi, je pense que les solutions qu'il faut, il ne faut pas que tout le temps qu'on revienne. On ne peut pas être en train de traiter la rentrée tout simplement sous le prisme de la sécurité. D'ailleurs même, il y a plusieurs conceptions de la sécurité. On ne peut pas aller dans la sécurité verticale en oubliant la sécurité horizontale. Est-ce que ces populations-là ont le sentiment qu'elles sont comprises par l'ensemble des décisions qui sont prises à Yaoundé? Point d'interrogation. Lorsque les gens disent débattons sur le fédéralisme, sur la forme de l'État, ça gêne quoi? Ça gêne et qui pour qu'on débatte sur toutes ces choses-là, pour que les gens se rendent compte qu'ils sont dans leur pays. Donc pour moi, il y a eu rentrée, mais c'est une rentrée forcée. Et ça va forcément impacter sur l'avenir de ces enfants et l'avenir du Cameroun dans sa globalité. François Bokeh, il faut dire que tout cela se passe quand même au lendemain du verdict de la condamnation d'Ayoub Tabé à perpétuité. Au lendemain de cette condamnation-là, avec 9 autres de ces généraux, les leaders des séparatistes sur le terrain sont montés au créneau pour menacer même ces populations-là qui oseraient
envoyer leurs enfants à l'école au cours de cette rentrée. Il y a 3 semaines de villes mortes qui sont pratiquement imposées sur l'ensemble des 2 régions. Est-ce qu'on n'aurait pas eu un meilleur taux de participation si, par exemple, le verdict, la sentence d'Ayoub Tabé et compagnie n'était pas tombée exactement à ce moment? Mais souvenez-vous, Cédric, qu'au début de cette crise, le chef de l'État a envoyé une équipe, ses lieutenants, pour aller essayer de dialoguer avec les leaders en fait, qui ont été finalement déclarés sécessionnistes, qui ont été donc arrêtés, dont Ayoub Tabé. Il faut dire que, on peut dire que c'est avec la même arrogance et à cause de la même arrogance que nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui dans cette impasse. Rien ne pressait. Ayoub Tabé et compagnie sont là depuis janvier 2018. Rien ne pressait qu'ils soient condamnés à la veille d'une rentrée scolaire. Et j'ai également vu les ministres qui sont montés au créneau l'autre jour pour parler de la rentrée scolaire. Rien ne les obligeait à avoir un tel ton, un tel langage pour parler à leur population d'une affaire aussi grave. Il fallait rassurer quand même. On ne rassure pas alors qu'on n'a pas les moyens de le faire. Ça fait 3 années. Si on pouvait éliminer cette crise par les armes, on l'aurait fait. Si elle perdure, ça veut dire que la situation n'est pas aussi facile qu'on le croyait au départ. Nous n'avons donc pas aussi besoin de tout ce folklore que nous vivons aujourd'hui. Alors que nous étions dans un processus de débat, on a pensé jusque-là que le président de la République avait compris ses compatriotes qui lui demandaient d'aller vers les autres pour débattre de cette situation. La guerre, ou alors entre ceux qu'on appelle aujourd'hui sécessionnistes et l'armée nationale, c'est pas une guerre des Camerounais contre des Nigérians. Ce sont des Camerounais contre Camerounais. Vous serez père de famille demain. Vous aurez des enfants qui vous seront obéissants, d'autres peut-être pas. Vous n'allez pas jeter ceux qui ne vous obéissent pas. Vous allez les appeler pour retrouver l'harmonie dans votre famille. C'est cela que fait un chef d'État. C'est pour cela qu'il est élu, comme le disait le frère tout à l'heure. Nous ne sommes donc pas, nous avons été étonnés que le chef de l'État prenne le pas de ce qui l'amenait vers ce dialogue sur ceux qui l'ont amené vers la guerre. Cette guerre qui est destructrice aujourd'hui, l'économie, le tissu économique est en train de pâtir. Personne n'est gagnant de cette guerre, ni ceux qu'on appelle sécessionnistes, ni le pouvoir. Nous continuons d'endosser d'énormes points négatifs au niveau de l'image du Cameroun à l'international, au niveau même du pays à l'intérieur. Toutes les sociétés qui étaient au niveau du sud-ouest, notamment les 2 premières qui étaient Sonara et la CDC, sont aujourd'hui presque au point mort, ne produisent plus rien. Et nous, jusque-là, ça n'attire pas notre attention. Nous voulons qu'on arrive à quel niveau pour qu'on comprenne que la situation est suffisamment grave. Les Chinois ont dit ceci, toutes les guerres, tous les conflits finissent toujours autour d'une table. Alors ceux qui sont intelligents n'attendent pas qu'elle commence pour retrouver la table. On anticipe et on renverse la situation. Voilà, je voudrais poser la question à Madame Hélène Com. La question a d'ailleurs été posée tout à l'heure. Où en est-on véritablement avec le dialogue à ce jour, nous sommes à plusieurs mois après la descente du Premier ministre, chef du gouvernement, dans ces 2 parties du Cameroun. Peut-être que sa tenue aurait permis à ces enfants de retrouver les classes, pas seulement à 8%, mais à bien plus, à une 50aine, voire plus de 80%. Où en est-on aujourd'hui, Hélène, avec le dialogue national inclusif? Le dialogue, oui, et nous sommes tous les Camerounais, chapelle politique confondue, nous sommes tous pour le dialogue inclusif. Et je devais relever également ici que le chef de l'État, le président Paul Biya, est interpellé actuellement à plusieurs défis. Le défi de l'unité, de la paix et de la protection de la République du Cameroun vis-à-vis des destructeurs, vis-à-vis des étrangers et certains complices même à l'intérieur. Le chef de l'État est en train de faire tout ce qu'il y a avec ses forces et à travers le gouvernement une réforme
démocratie. Fort de toutes ces interventions, fort de toutes ces interpellations, nous ne pouvons pas penser que le dialogue a été oublié. Le dialogue se prépare et les différents acteurs de ce dialogue sont en train de se préparer, les partis politiques y compris, la société civile, etc. Oui. Et je me souviens, quand le chef de l'État est allé à Genève, ça, c'était aussi pour préparer ce dialogue-là, que nous tous, nous le savons autour de cette table, qu'il y avait un projet d'organisation de dialogue. Donc, ce qui était présenté comme un séjour privé était en fait un prétexte pour le chef de l'État. Aussi. Le chef de l'État n'a pas un séjour privé qui ne lui permet pas de travailler. Oui. À chaque moment, il doit travailler pour sauvegarder le peuple, pour le bien-être du Cameroun. Et c'était aussi une des raisons de son séjour à Genève. Alors, Joseph Nyeka a abordé tout à l'heure un aspect. Je voudrais peut-être que vous reveniez dessus avant de poursuivre. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore une descente du président de la République sur le terrain? J'ai essayé de relativiser avec le Premier ministre, chef du gouvernement, mais il y a que Paul Biya a été élu par les Camerounais. Une descente de sa part aurait peut-être été, aurait au moins pu calmer les tensions. Moi, je reviens là-dessus pour vous expliquer. Et je suis sûr que vous m'écoutez et que vous me comprenez parfaitement. Oui. Le timing de chef de l'État n'est pas le même. Il y a des priorités. Oui. Moi, il s'organise, il se met dans des priorités de l'État et il fait toutes les actions qu'il a à poser. Il y a une priorité pour chaque action. Donc, il ne faut pas que nous nous mettons en avant pour lire une lettre dans une enveloppe et penser que le chef de l'État n'ira jamais dans le nord-ouest ou dans le sud-ouest. Oui. C'est dans son calendrier, c'est dans son programme. Mais je pense que nous devons être un peu patients pour laisser notre président de la République, le chef de l'État, le président Paul Biya, d'organiser son timing par rapport à ses priorités. Voilà, merci à vous. Gribalda, il y a aussi que le Social Democratic Front est semblé rester silencieux face à cette reprise timide des cours dans les régions qui sont considérées comme son bastion électoral pratiquement, alors que les leaders religieux et d'autres acteurs de la société civile sont rentrés dans la danse de la campagne Back to School. Quelle a été la position du Social Democratic Front par rapport à ce retour des classes? Le SDF n'est pas silencieux. Le SDF a tout fait. Le SDF a menacé. Le SDF a dansé. Le SDF a chanté. Le SDF a tout fait. Mais le gouvernement ne répond pas. Avant d'y revenir, je suis un peu choqué quand j'entends Madame le représentant du SDPC dire Madame Hélène Kom, que laissons le chef d'État qui travaille selon son timing. Franchement, je ne comprends pas. Le RDPC, c'est-à-dire un État parti, le gouvernement a perdu tout sens de la solidarité et de la fraternité. Le gouvernement a perdu tout sens de l'intérêt général. Vous avez posé une très bonne question. Pourquoi est-ce que jusqu'à ce moment, le chef d'État n'a pas fait une descente? Le RDPC dit que, comme ils disent toujours, le RDPC a gagné dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Le RDPC a gagné là-bas. Pourquoi alors est-ce que notre frère a bien dit, pourquoi est-ce que le chef d'État n'a pas fait une descente là-bas? Vous croyez qu'il n'y a aucun lien entre les actes du gouvernement et la résolution de la crise anglophone? Madame même, elle trouve même très difficile d'établir un lien parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a rien. Vous pensez qu'une descente du chef de l'État aurait contribué à calmer la situation? Oui. Tous ces représentants qui sont allés... Ça peut beaucoup faire. Moi, je te dis, je suis un enseignant. Moi, j'enseignais à l'université catholique de Bamenda. Quand la crise a commencé, j'étais là. J'étais même dans les réunions. On a dit qu'on voulait seulement dialoguer. Les avocats et les enseignants, ils vont prendre les armes pour faire quoi avec les armes? C'est le gouvernement qui a commencé à tirer. C'est l'armée, la police qui a commencé à tirer sur les citoyens.
C'est ça qui a poussé. C'est pourquoi moi j'insiste toujours qu'on regarde les causes de la crise anglophone. C'est la crise anglophone. Vous voyez, c'était le problème anglophone. Maintenant, c'est la crise anglophone. Un jour, ça va devenir une guerre anglophone. Parce que selon le RDPC, selon le gouvernement, ils vont se fatiguer après quelques temps. Ça, c'est une très grave erreur. Moi, je ils vont se fatiguer. Et ils vont rester. Ils ne vont pas se fatiguer. Madame dit aux chefs traditionnels d'aller faire sortir les enfants. C'est impossible. Il y a moins de 10% des chefs traditionnels qui résident maintenant au nord-ouest et au sud-ouest, dans les deux régions-là. Presque tous les chefs traditionnels sont ici. Mais ce que vous oubliez de relever, monsieur, le gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement fait? Aujourd'hui, on peut constater, et c'est la vérité, que ce n'est pas des avocats ni des enseignants qui sont dans des brousses en train d'exterminer la population du nord-ouest et du sud-ouest. Ce n'est pas des enseignants. Oui, exactement. C'est des terroristes. Non, ce n'est pas les terroristes. Il ne faut pas utiliser ce terme. Vous êtes en train d'aggraver la situation. Voici l'éducation des enfants que nous sommes en train de sacrifier. Et ça ne fait rien au président. Qu'est-ce que le président a fait? Dis-moi ce que le gouvernement est en train de faire. Alors, Ribalda, il y a quand même aussi qu'il y a eu un enlisement de la situation. Normalisement. Au départ, Madame, comme je vous en prie, au départ, nous avions eu des revendications corporatistes de départ qui étaient portées par un consortium et même par les corps constitués eux-mêmes. Bien après, on a eu comme une forme d'enlisement de la crise aujourd'hui. Ce ne sont pas les enseignants qui portent les armes, comme elle a dit. Oui, je suis d'accord. Des séparatistes. Je suis d'accord. Qui se revendiquent. Les Camerounais qui se revendiquent. Il y a trop de problèmes. Le Cameroun a beaucoup de problèmes. Nous sommes d'accord là-dessus. Le régime de Paul Biya est derrière l'OTAN. Parce que ils ne sont pas capables de résoudre ce problème. Ils ne sont pas capables. Où en est-on avec le dialogue? Alors, nous voulons un dialogue national inclusif. Nous étions justement sur la position du SDF. Voici ce que le SDF par rapport à cette rentrée scolaire. Est-ce qu'il fallait demander aux enfants de rester à la maison? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Non. Voici ce que le SDF a dit. Vous avez refusé de déposer votre caution pour la campagne Back to School. Non, voici ce que le SDF a dit. Nous voulons que nos enfants rentrent à l'école. Nous voulons la rentrée scolaire. C'est ce qu'on veut. Mais sur le terrain, est-ce que c'est possible que le gouvernement fasse tout pour améliorer la situation sur la terre, au terrain, pour que les enfants aillent à l'école? Est-ce que je peux Sinon, c'est impossible, c'est pratiquement impossible pour les enfants d'aller à l'école. D'accord, merci. Voilà la position du SDF. Réaction. Moi, je dirais donc, par rapport à son intervention, nous sommes aujourd'hui à un niveau où il faut comprendre que la situation est grave dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous avez vu incendier les écoles, les gens ont incendié des hôpitaux, les familles sont endeuillées. Vous avez vu la Sonara qu'on a incendiée et ils ont reconnu qu'ils ont bien incendié. Vous ne voulez pas relever tout ça, monsieur? Ça, c'est très, très grave. Et aujourd'hui, vous pensez qu'avec un coup de main, tout va se régler et que... non, le problème va se régler petit à petit, pas à pas. C'est ce que nous sommes en train de dire. Le gouvernement est déterminé à ce que le problème soit réglé pas à pas et en demandant. Et il a obtenu la rentrée. Madame, les gens souffrent. Merci Hélène Com, merci. Et la rentrée a eu lieu. Merci. Joseph Dieck, je reviens à vous avec cette question. Le comité central du Rassemblement démocratique pour le peuple camerounais a, dans un communiqué de son secrétaire général, appelé à la mobilisation des forces vives de la nation pour œuvrer pour un bon déroulement de la rentrée scolaire dans cette partie du pays. Est-ce que ce qui n'a pas manqué finalement, c'est une forme de descente conjointe de ces autorités-là sur le terrain, question de rassurer un peu plus les populations de ces deux régions en crise? On ne nourrit pas la poule le jour du marché. Ça, c'est clair. C'est une crise qui
perdure déjà. Moi, je suis gêné que Mme Hélène Kom dise qu'elle est une maman. Je doute. Non, elle en est une. Je vous rassure, elle en a. Non, je dis, je suis vraiment gêné. Parce que lorsqu'elle le dit, et qu'elle soit en train de prendre ce problème avec une si grande légèreté. Donc, pour que le président de la République arrive à Bamenda, il faut d'abord qu'il passe par la Suisse. C'est ce qu'elle nous dit. Or, quand elle a entamé son propos ici, madame, permettez qu'on échange. Quand elle a entamé son propos, elle a dit clairement que c'est une crise des Camerounais au Cameroun qui trouve les solutions au Cameroun. Oui. Mais avant qu'elle n'achève elle-même son propos, c'est que le président part chercher la résolution de la crise en Suisse. Ça veut donc dire que la crise n'est plus limitée au Cameroun. Maintenant, plus loin, elle essaie de convoquer toutes des atrocités pour dire que la crise est devenue extrêmement grave. À qui fait-elle la prise de conscience? Mais c'est à son président. Elle doit dire au président de raccourcir son temps pour aller vers la solution de la crise. Mais il en est conscient. Je suis en train de le dire parce que quand vous parlez de communiqué rendu hier par le secrétaire général du RDPC, M. Nyat, où était-il? Jean Fouetté, autant pour moi. Où était-il hier quand il publiait le communiqué? Est-ce qu'il n'a pas les enfants dans sa famille pour aller les faire fréquenter là-bas? Mais le gouvernement peut nous montrer, si le président ne peut pas être disponible, le gouvernement peut nous montrer, on a mobilisé plus de 3,5 milliards pour la rentrée. Qu'ils prennent leur progéniture pour les faire fréquenter là-bas. Quelle devrait être l'attitude du gouvernement? Vous parlez de quel gouvernement? Qu'est-ce qu'il devrait faire? Mais vous parlez d'un gouvernement sous, ou bien vous voulez qu'on parle d'un gouvernement normal? Le gouvernement devrait appeler les enfants à ne pas aller à l'école. Mais je vous dis, ce n'est pas aujourd'hui que le gouvernement doit être en train de chercher la solution au jour de la rentrée. Cette solution devait être posée depuis. Oui. Mais quand je vois Mme Hélène, elle est représentante du RDPC. Bien sûr. Mais quand le RDPC travaille à rallonger ou alors à éviter que le président aille dialoguer avec les Camerounais qui ont voté pour lui, vous voulez que je leur dise quoi? Moi, je ne peux pas être conseiller de gens qui ne coûtent pas les populations. Ce qui est clair, on ne fait que le dire. Mais je dis, voici un Camerounais d'expression anglaise qui vous dit que nous, depuis, on attend la descente du président de la République. Moi, je ne fais que vous demander, ça coûte quoi au président de décider ce soir qu'il ira au nord-ouest, au sud-ouest? Mais j'ai encore été étonné par la prise de position. Excusez-moi, madame. Vraiment, je n'ai rien contre vous personnellement, mais vos prises de position m'amènent à sortir de mes états. Vous dites que le président a été élu, il a eu trop de priorités. Est-ce que ces priorités sont nées après l'élection? Dites-moi un seul problème au Cameroun qui est né après l'élection. Aucun. Non, c'est pour dire laissez-moi chuter. Vous aurez une prise. Mais si vous êtes une mère d'enfant, vous dites que vous êtes mère de famille. Vous êtes mère de famille. Vous vous levez le matin. Écoutez, madame. Vous êtes mère de famille. Vous vous levez le matin. Il y a un agresseur au portail. Il y a les enfants qui sont malades à la maison. Il y a... Je vais citer un ensemble de problèmes. Tout ça, c'est des priorités. La priorité des priorités, c'est quoi? C'est de vous assurer que vous êtes débarrassé de l'agresseur. Vous-même, vous les appelez les terroristes. Vous pensez qu'il y a plus urgent au président de la République que de se débarrasser des terroristes? Mais cette crise n'est même plus une crise anglophone. Parce que quand vous regardez les répercussions économiques, quand vous regardez l'instabilité que le pays traverse aujourd'hui, mais vous devez savoir que la plupart des échanges de Cameroun en Afrique, c'est avec le Nigeria. C'est avec le Nigeria. Et nous savons tous combien de millions et de milliards le Cameroun perd par jour, par semaine, du fait qu'il n'y a plus de circulation dans cette zone. On ne peut pas réduire cette crise aujourd'hui à la crise anglophone. Ce n'est plus le cas. C'était cela au départ. Donc tout ce que moi je peux vous dire en termes de conseils, vraiment, ce que moi je constate, ça c'est ma lecture. Et j'ai même envie de dire c'est une position du PSRN. Nous nous rendons compte que le président, ce n'est même pas une question d'âge. Vous pouvez même être jeune, mais être bien entouré. C'est-à-dire entourer des gens qui sont conscients de ce que vous êtes élu pour une charge qu'ils partagent avec vous. Le président, quand je vais dire qu'il est fatigué, on dira son âge. L'âge même, c'est la sagesse. Le président est très mal entouré. Le président a pourtant dans sa maison les gens qu'il peut renouveler, c'est-à-dire sa base. Est-ce que le président écoute même d'abord sa maison en interne? L'impression que moi j'ai quand je regarde les gouvernants qui sont autour du président pour l'accompagner dans son âge, je vous dis que c'est des personnes essentiellement arrogantes, condescendantes. Mais peut-être vous. Mais écoutez quand un ministre d'administration territoriale prend position sur une crise qui concerne son village.
Vous avez l'impression que c'est un monstre qui est arrivé d'une autre planète. C'est le ministre de l'administration territoriale. Donc, dans d'autres États, c'est le cœur du pays. Lorsque le Premier ministre en va négocier, il est le premier à tirer sur le Premier ministre en disant que mais, tout ce qu'il est en train d'aller dire, là, le gouvernement ne reconnaît pas. Mais qu'est-ce que vous voulez? D'accord. Donc, le président doit se débarrasser. S'il pense encore qu'il a été élu pour les Camerounais pour 7 ans, il doit se débarrasser de la gangrène qui existe autour de lui et de renouveler sa maison. Ces gens-là existent au sein du RDPC. Merci. Il faut qu'il ait le courage. À son âge, on n'a plus peur de mourir. Voilà, il faut qu'il ait le courage de nous débarrasser des gens qui dérangent et pour que le pays avance. Alors, et j'ai l'impression que même François Madame Hélène doit être de ce cas. C'est des gens qui doivent nous débarrasser de ce pays. Non. Non, Madame Hélène Comme est avec nous sur ce plateau. Alors, François Mboké, pourtant, certains leaders séparatistes, ceux qui étaient notamment incarcérés à la prison centrale de Kodengui, s'étaient prononcés en faveur de la reprise des cours sur le terrain. Par contre, on a que les rebelles menacent les populations, continuent d'imposer les villes mortes. Qu'est-ce qui peut expliquer ce son dissonant au sein du mouvement séparatiste? Vous ne pouvez pas avoir une omelette sans casser les œufs. De même, vous ne pouvez pas avoir une paix durable sans vous asseoir. Partout dans le monde, c'est comme cela que ça se passe. Vous devez toujours pouvoir vous asseoir et que chacun vide son venin et que l'on voit maintenant comment on va repartir sur de nouvelles bases après avoir puni ou excusé certains. C'est comme cela que ça se fait. Si on continue de penser que c'est le président de la République qui un jour va dire que la guerre est finie aujourd'hui, la paix revient dans ces zones qui sont en conflit, c'est faux. C'est faux. Il faut que les gens, les amis de Madame Hélène, comprennent que ce qui se passe n'est pas l'affaire de ceux qui sont contre cette guerre. Tout le monde est impacté. Peut-être qu'aujourd'hui, elle continue de voir son carburant dans son véhicule, son téléphone est toujours plein, ses enfants vont dans les bonnes écoles, elle-même elle a son bureau toujours climatisé, mais qu'elle pense que à un moment, si ça se dégénère, la balle n'a pas d'amis, elle ne choisit pas. Nous pouvons être ici en train de faire ce travail d'éducation, d'information que nous sommes en train de faire là. Une balle vient nous trouver ici, ou bien alors c'est tout l'immeuble qui se coule pendant que nous sommes là. Nous ne sommes pourtant pas des guerriers. Nous ne sommes pas concernés par le conflit. Mais nous ne serons pas épargnés si ça arrive. Donc il faut que... C'est pour cela que je dis, le malheur de nos personnalités, et je les comprends, parce que beaucoup d'entre elles, elles vont en Suisse, elles vont en France, elles vont dans les villes où c'est calme, où elles vont prendre du bon air. Je leur conseille d'aller dans des pays comme le Soudan, comme le Tchad, comme la Côte d'Ivoire, comme le Zaïre, RDC, pour voir ce que la guerre a fait dans ces pays-là, en RCA. Allez-y voir. Vous revenez ici, vous continuez de tenir le même langage. On saura que vous êtes des Camerounais qui aiment le Cameroun. On ne peut pas faire une paix en pensant que, comme je suis à Yaoundé, je suis loin, même tout ce qui se passe à Bamenda ou à Kumba ne me concerne pas. On se trompe. La guerre est claire aujourd'hui. La guerre, elle est... Vous voyez les Américains qui vont des États-Unis pour aller pilonner à plus de 6 000 km, à plus de 10 000 km. Donc personne n'est plus à l'abri de telles menaces. Si des terroristes s'emparent d'un certain niveau d'armement, personne n'aura la paix, Madame Yaoundé. Personne, même à Itoudi. Donc, pour éviter cela, pour éviter de prêter le flanc, nous avons tous entendu qu'il y avait déjà des multinationales qui voulaient acheter des parties de terre parce qu'ils savent que le sous-sol est bien garni. Vous pensez que ces gens vont arrêter de financer parce que on a tué des Camerounais ou on a... Ils se fichent pas mal. La vie d'un Camerounais ne leur dit rien. C'est à nous de voir le danger qui arrive et de pouvoir le stopper net. Nous le stoppons en disant, vaut mieux que nous, entre nous Camerounais, nous asseyons, nous nous entendions, nous essayons de laguer ce qui nous empêche de nous entendre. Voilà. Si, depuis que cette crise a commencé, autant de millions que le Cameroun a mis pour l'armée, pour aller détruire la zone, on les avait mis pour ramener la paix, on aurait effacé tout ça aujourd'hui. Ceux qui portent les armes là-bas seront en train de travailler parce qu'on aurait mis des chantiers, on aurait mis autant de choses avec l'argent là qui est en train de détruire le propre pays et les Camerounais. Vous avez cette sortie toute récente du leader séparatiste Sissoko Ayuk Tabé qui a été interviewé par nos confrères du journal Mutation au sujet du dialogue. Il est resté néanmoins ferme sur sa position. Le dialogue qu'il engagera avec l'État du Cameroun, ce sera celui
qui mènera à l'indépendance du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. J'ai envie de vous poser la question, de quel dialogue parle-t-on aujourd'hui? Non, le dialogue est inclusif, celui qui est souhaité par tous les Camerounais qui aiment le Cameroun. Inclusif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend toutes les forces vives de la nation. Nous prenons, donc quand on les divise, c'est quoi? Les partis politiques. Nous prenons la société civile. Nous prenons les personnes qui sont en conflit, ou alors les principaux concernés même des zones en conflit. Et aujourd'hui, on se rend compte que tous les Camerounais sont en conflit avec le pouvoir. Donc, on peut revenir pour chercher dans tout le clergé, par exemple, les chefs traditionnels. Mais le problème, c'est que ce sont les séparatistes qui sont là-dedans. Ce n'est qu'un problème qui est là. C'est-à-dire que c'est un problème présent parce que à ce niveau, ils ont commencé à parler avec des armes. Mais je suis sûr que même ici à Yaoundé, des gens ont des revendications identiques à celles des populations de ces zones qui sont en conflit. La seule erreur que nous avons commise, c'était de rompre le dialogue et de dire nous allons faire la guerre. C'est pas des Nigérians. C'est pas des Nigérians. Et je vais vous dire, là où ces gens ont eu les représentants du RDPC, les Camerounais ne savent pas ce qu'on appelle négociation. Or, dans les zones anglophones, c'est une école. La négociation, on va en négociation avec 10 points, mais on peut repartir avec 2. Mais le plus important, c'est que chacun gagne quelque chose quand vous engagez à aller dans la négociation, madame. Quand vous allez partir là, dans le dialogue, si vous n'êtes pas prêt à perdre quelque chose, ce n'est pas la peine. Merci. Merci. Hélène Com, je termine avec vous. Les faits sont clairs aujourd'hui. La rentrée a repris timidement, certes reprise, mais timidement dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. À quoi devrait-on s'attendre dans les prochains jours? À une amélioration de la situation ou alors à ce que, j'allais dire, une forme de dégringolade du taux de participation avec les menaces séparatistes qui deviennent de plus en plus récurrentes? Oui, je rebondis en disant par rapport à l'intervention de mon copanaliste et qui pense que je suis défenseur du RDPC, etc. Moi, je veux tout simplement le dire, et c'est vrai que le gouvernement a fait de son mieux et il continue à faire de son mieux pour que la paix revienne dans le Nord-Ouest et dans le Sud-Ouest. Et c'est la volonté de tous les Camerounais, je suppose. Donc, la question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que les acteurs qui sont en présence et ceux-là qui revendiquent la séparation du Cameroun en deux Cameroun anglophones et francophones, est-ce qu'ils sont sincères dans l'évolution vers le dialogue? Et ensuite, le dialogue se prépare. Je ne pense pas que si on peut décider aujourd'hui que demain c'est le dialogue. Il faut déjà qu'entre nous, Camerounais, entre les politiques, entre la société civile, entre tous ces acteurs-là, qui s'organisent et que chaque acteur à son niveau prépare ce dialogue. Mais le problème, c'est qu'il y a des balles. Le problème, c'est qu'il y a des balles qui crépitent. Nous sommes déjà préparés. Les balles d'âge, je vous en prie. Le problème, Madame Hélène Com, c'est qu'il y a le SDF est prêt parce que je sais qu'il y a des balles. Déjà un projet. C'est qu'il y a des balles qui crépitent. Tous les acteurs sont prêts. Il y a des gens qui continuent de mourir. Il faut les appeler pour ça. Il faudrait peut-être presser un peu le pas. Oui, moi je crois que le pas est en train d'être pressé par rapport à l'évacuation du tribunal il a été jugé à You. Et tout ça, je crois que ça sera vidé. Ça participe au processus de dialogue. Et en ce moment, je crois que l'organisation de dialogue pourra se faire dans la sérénité. Voilà, on n'en dira pas plus sur cette thématique. On prend une légère transition. On se retrouve derrière pour aborder la deuxième question à l'ordre du jour. Au 31 août 2019 et conformément à l'article 71 du Code électoral, le processus de révision des listes électorales est donc définitivement rentré en gare. Ce soir, nous posons sur la table du débat les préalables d'une élection libre et transparente, tout en rappelant que très prochainement, du moins pour ce qui est de l'année 2020, le Cameroun devra connaître 2 scrutins.
législatives et municipales, sans oublier qu'il y a l'élection régionale qui, elle, est également très attendue. Je commence par vous, Joseph Niek. Vous êtes membre du mouvement 11 millions de citoyens, un mouvement qui, en 2018, a œuvré pour une inscription massive des Camerounais et des jeunes en particulier sur les listes électorales. La révision des listes qui s'est achevée le 31 août dernier, comme le prévoit le code électoral. Quelle observation faites-vous au sujet à propos de ces nouvelles inscriptions? Vous allez me permettre... Est-ce qu'il y a eu un regain d'intérêt par rapport Avant de répondre à cette question, de présenter mes excuses à la maman tout à l'heure. Parce que je suis sorti de mes états, me demandant si c'est vraiment maman qui était en train de parler. C'est bien. Elle se confortait parce que quand elle a pris la parole, elle s'est ressaisie en comprenant que le pas doit être pressé. Donc ce n'est plus le temps du président, mais il faut que le président presse le pas. Ça me rassure. Donc ça reste une maman et une grande-maman. Maintenant, au Cameroun, on est quand même sans ignorer que le mouvement 11 millions et le parti PCN ont lancé une opération dite Ouragan. Donc qui consistait à ratisser tous les coins du Cameroun pour que tous les Camerounais en âge de voter soient inscrits sur les listes électorales. Et lorsque vous me demandez de faire les observations, je dois vous dire que de la tournée qui a été faite le 31, la journée de 31, par le président Cabral Libye, dont j'ai eu la chance d'accompagner ce jour. La tournée a été faite sur 4 régions pour essayer de voir effectivement ce qu'il en était en termes de bilan. Donc il nous revient de manière permanente qu'il y a eu un regain d'intérêt, mais il y a toujours une hésitation de la part des Camerounais qui veulent s'inscrire sur les listes électorales. Bon, ça s'explique comment? Oui, c'est-à-dire il y a des Camerounais, quelqu'un vous dit je veux m'inscrire, mais finalement il ne se fait pas inscrire. Mais quand vous lui demandez, il nous dit ça ne sert à rien finalement de s'inscrire parce que l'impression qu'on a, c'est que dans tous les cas, rien ne va changer. Il y a aussi des Camerounais dans leur grande majorité qui n'ont pas de carte d'identité nationale. Donc vous voyez les Camerounais qui veulent surtout en zone reculée. En ville, ça ne se ressent pas à la même vitesse. Mais il y a eu raréfaction des postes d'identification. Ça veut dire que quelqu'un doit parcourir 60, 70 km, voire des centaines de kilomètres pour obtenir ce précieux sésame. Quand il essaye donc d'évaluer le coût de transport, on a la localité où quelqu'un vous dit qu'il faut dépenser aller-retour pour la carte d'identité nationale et se faire enregistrer 60 000 francs. Donc il y a eu généralement le potentiel à inscrire. Celles des personnes qui voulaient se faire inscrire, pour la plupart, elles n'avaient pas de carte d'identité nationale. Pire encore, les actes de naissance. Donc on s'est rendu compte que ceux-là qu'on appelle Camerounais ne sont même pas en possession d'actes de naissance. Je ne sais pas ce que le gouvernement peut faire pour que ça s'accélère. De l'autre côté, vous avez Elecam. Elecam est animé par la très bonne... Bon, disons... On parlera d'Elecam tout à l'heure. Je préfère vous arrêter parce que tout cela consiste globalement des observations sur les inscriptions, pour les inscriptions sur les listes électorales. Nous, l'effectif qu'on s'est fixé, on ne l'a pas malheureusement atteint. Mais nous sommes quand même conscients de ce qu'il y a un engouement où les Camerounais, les jeunes, dans leur grande majorité, commencent à s'intéresser à la chose politique. Merci. Donc, les chiffres seront rendus dans les prochaines semaines. Gribalda, vous également, vous étiez sur le terrain pour le compte du Social Democratic Front pour contribuer à l'inscription des Camerounais sur les listes électorales. Quelle est la tendance? Est-ce qu'on est parti pour atteindre la barre des 10 millions fixée par Elecam? Comme mon co-panéliste vient de le dire, l'exercice d'inscription sur les listes électorales au Cameroun pose toujours un problème. Ça pose toujours un problème. Je vous cite 2 exemples. En tant que secrétaire régional, j'ai fait une déclaration, on a fait une déclaration pour avoir un recrutement spécial au Carrefour Obili, à Yaoundé 3e. Voici ce que le sous-préfet m'a dit au téléphone. Allez-y, j'ai dit, mais il me faut un papier. Il dit, allez-y, allez-y. Si quelqu'un vient vous déranger, appelez-moi. Et quelqu'un est venu nous déranger. Quelqu'un est venu nous déranger. Les policiers, les policiers de 5 et 4 étoiles, dit, mais démontez tout ça. Qu'est-ce que vous faites ici? On avait déjà appelé Elecam. Elecam est venu là-bas. La police est venue nous demander de démonter nos tas.
Et Eleka nous a demandé l'autorisation du sous-préfet. On n'avait pas, je n'avais pas. J'ai appelé le sous-préfet, on a appelé, j'ai même appelé le président, mon président régional, pour intervenir. Il a appelé et il n'a pas décoché. C'est le sous-préfet qui a envoyé les policiers. Il n'a pas décoché. La même chose à Yaoundé 4. J'ai toujours fait la déclaration. Même réponse. Allez-y. S'il y a un problème, appelez-moi et je vais voir comment gérer. Et il n'y avait pas aucune autorisation. Mais nous sommes y allés. On fait nos mieux. À Yaoundé 4e, le SDF a tout fait pour qu'on enlève le chef d'antenne de l'ECA à Yaoundé 4e. Pourquoi? Dans la nuit, quand les gens dorment, les inscriptions se passent dans la maison de Madame le maire. Vous pouvez imaginer ça au Cameroun? Donc ce n'est que le RDPC qui a le droit de faire les déclarations pour utiliser l'espace public. Quand le SDF veut le faire, c'est un problème. D'accord. C'est toujours un problème. On a tout fait pour inscrire les gens. Moi, j'ai fait mon mieux au plan personnel. On a inscrit beaucoup de Camerounais. Oui. Et je sais. Mais la plupart se disent que ça ne sert à rien. Monsieur le secrétaire général, le secrétaire régional, le SDF va gagner, on a volé. Tout le temps, quand l'opposition gagne, on vaut. Ça sert donc à quoi? Voilà. Merci à vous. Hélène Com, Madame Hélène Com, il y a certes le chemin de croix pour inscrire ces Camerounais sur les listes électorales, mais il y a également une question très importante et très préoccupante, c'est celle de l'abstention. Je prends un exemple, pour l'élection de 2018, on avait un peu plus 6,7 millions de personnes inscrites et seulement 53% de ce chiffre-là sont allés au vote. Est-ce qu'il ne faut pas, au-delà de ce travail, effectuer également un autre, celui de la sensibilisation pour appeler ceux qui se sont inscrits sur les listes à aller effectivement voter aujourd'hui? Je vais rebondir, Cédric, en prenant la parole et relever en direction de mon copanaliste qui a déclaré, qui demande des excuses. Je vous excuse, monsieur, mais j'en ai l'habitude. Le RDPC a l'habitude d'être tiré dans tous les sens. Le débat, c'est un débat libre et démocratique. Et quand je vais sur des plateaux, je m'attends à ce qu'on me tire dessus. Et ça ne me dérange pas du tout. Donc, j'accepte vos excuses. Et cela ne pourra jamais m'arrêter à dire la vérité. Parce que le RDP, c'est un parti qui dit la vérité et qui ne peut que dire la vérité. Dites-nous la vérité sur le taux d'abstention. Oui. Pour ce qui est des taux d'abstention, nous sommes en train de passer une période assez particulière. Et il s'agit aujourd'hui des élections locales, des législatives, régionales et municipales. Et en 2018, il était question d'une élection présidentielle avec les différents candidats que nous connaissons et qui aujourd'hui se sont braqués contre l'État pour chercher à déstabiliser l'État. Donc moi, ce n'est pas là le débat. Je dirais qu'il y a des propositions, il y a des machines qui sont en route pour essayer à partir de l'âge de vote, l'âge de voter au Cameroun, de pouvoir, parce que dans les pays européens, ça existe, et progressivement en Afrique, ça pourra y arriver, pourquoi pas au Cameroun. Les enfants en âge de voter sont enregistrés, et automatiquement, quand l'anniversaire de leur année de vote, ils sont interpellés, et ils vont, avec des cartes, tout est organisé, etc. Mais le contexte actuel, je vous le dirai tantôt, c'est un contexte assez particulier, avec les émiettements des Camerounais dans des partis, ceux qui pensent qu'ils ont échoué et que le Cameroun ne doit plus exister, ceux qui pensent que pour eux, ce n'est pas la peine de voter, alors que le vote, c'est un droit, c'est un devoir. Chaque Camerounais doit voter. Parce que ceux qui ne votent pas, je ne pense pas que c'est en ne pas votant que ça va faire avancer le Cameroun. Nous devons tous voter. Donc chacun doit faire un effort là où il est, même s'il doit faire 50 km, comme il le dit, poser l'acte
d'acte citoyen de voter. Donc, on peut justifier le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'engouement. C'est l'émiettement politique que nous avons constaté depuis les élections présidentielles. La division des Camerounais, la haine qu'on a infectée dans la société camerounaise. Et donc, par rapport à ça, qu'à cela ne tienne, il y a déjà un certain nombre de Camerounais. Je crois que c'est 380 millions. Il y a quand même 380 000 qui sont déjà inscrits. Et on attend encore les chiffres de l'ICAM qui seront rendus. Officiels qui seront rendus. Oui. Alors, François Mboké, l'émiettement de la classe politique, de la classe sociale même, Madame Hélène Combe revenait tout à l'heure sur les circonstances dans lesquelles se sont terminées l'élection du 7 octobre 2018, mais l'abstention ne date pas que de 2018. Je veux dire que c'est un fait qui date de plusieurs années déjà. Qu'est-ce qui fait problème aujourd'hui? Est-ce que c'est le processus d'inscription qui est pénible, ou alors les Camerounais ne sont pas encore, n'ont pas une culture politique assez élevée? Tout le processus électoral est à questionner aujourd'hui. Et je suis souvent étonné lorsque nous sommes passés après la période électorale à la présidentielle d'octobre. J'ai donné un conseil à ceux qui veulent faire de la politique. Commencez maintenant à vous attaquer aux textes qui ne vous permettent pas d'avancer. Parce que tout est dans les textes qui sont faits. Dès lors que vous acceptez d'aller aux élections, vous ne pouvez plus contester. Les textes sont là. Vous savez qu'ils sont mauvais, mais vous acceptez quand même d'aller. Quand on passe une élection, il y a des sessions de l'Assemblée, vous ne faites rien pour que l'on tienne compte de ces remarques qui ont été faites et reconnues même lors des débats politiques au Conseil constitutionnel. Je vois jusque-là personne qui s'attaque à ce problème. Lorsqu'on va encore atteindre l'année prochaine, avec les prochaines élections, les gens vont revenir. Partant de l'ECAM, pour les inscriptions, il y a problème. C'est Pierre qui parlait de... Joseph qui parlait de ce problème de carte d'identité. Aujourd'hui, au Cameroun, il est pratiquement impossible de sortir 100 cartes d'identité par jour. Et c'est connu. Et pourquoi? La carte d'identité, vous avez deux éléments essentiels, l'acte de naissance, la carte d'identité. Quand vous ne les avez pas, vous pouvez poser un acte public. Aujourd'hui, donc, vous n'avez pas cette carte d'identité. Ils sont des millions de Camerounais. Lorsqu'ils se sont battus à pouvoir se faire identifier, ils se baladent avec le récépissé pendant 3 ans. C'est un problème connu. Les confrères ont longuement écrit dessus. Nous, on en a fait des enquêtes. C'est un problème sérieux parce que le partenaire actuel n'a pas la compétence qu'il faut pour résoudre ce problème. C'est pas fait à dessein. Ça peut être une des causes. Alors, si vous n'avez pas de carte d'identité, comment vous allez augmenter le nombre d'inscrits? Parce que ceux qui avaient les cartes avant ont pu être inscrits. Maintenant, nous allons vers les nouvelles personnes qui peut-être étaient adolescentes, maintenant qui sont passées à l'âge adulte de voter, mais qui n'ont pas de carte d'identité. Donc, voilà un autre problème. Si vous passez maintenant dans les rues, vous allez trouver les effigies des présidents qui étaient en lice, ou alors d'un président qui était en lice à la dernière élection présidentielle. Et qui a gagné. Qui a gagné. Les textes sont clairs. Après 2 semaines, ces effigies devraient disparaître. Ça voudrait dire que ces organes sont au service de quelqu'un. Si vous regardez ce que disent les textes à l'ECAM pour que vous contestiez une élection au niveau soit du Conseil constitutionnel, seuls les PV de l'ECAM font foi. Alors qu'un parti peut apporter la preuve avec un huissier de justice ou quelques autres preuves que voilà les comptes qui ont été faits et les résultats que l'on donne ici ne sont pas les mêmes. Et l'ECAM étant presque aux autres, mais on tient toujours compte. C'est pour ça que je dis, tant qu'on ne va pas regarder au niveau des textes, tout candidat qui va à l'élection aujourd'hui ne vienne pas crier après que je savais que j'allais gagner, on a volé. Il faut commencer par là, si vous ne voulez pas que des choses vous surprennent à la fin. Alors, Joseph Niek, vous, en tant que militant du PCRN, merci, je suppose que vous serez candidat pour ces élections qui approchent, régionales, municipales et législatives. Est-ce que vous avez l'impression que l'arbitre de ce processus électoral est joué aujourd'hui d'une certaine neutralité?
Je suis content que c'est un candidat à la candidature parce que je suis effectivement candidat à la candidature au poste de député pour le compte du PCRN. Voilà. Donc, concernant les élections, j'ai beaucoup à dire parce que j'y attends aussi beaucoup. Même comme contrairement à votre analyse, pour moi, il faut aussi envisager la tenue de l'élection présidentielle à l'année 2020. Parce qu'il ne serait... Le mandat présidentiel est de 7 ans. Non, mais est-ce que quand le mandat est pour 7 ans, ça veut dire qu'avant, rien ne peut arriver? Non. Rien. Si le président, j'ai interpellé le président de la République en lui disant qu'en tant que père de famille, s'il se rend compte qu'il est bloqué et qu'il ne peut travailler qu'avec la machine autour de lui, qu'il ne lui donne pas les résultats escomptés, il est vraiment recommandé à ce père de penser que le Cameroun doit avancer. Voilà, sur la neutralité de l'ECAM. Il ne reste plus assez de temps. Non, je vais vous dire, lorsque vous êtes acteur politique, comme l'a dit le cher aîné François Mboké tout à l'heure, que vous voulez aller à l'élection, ça veut dire que vous avez d'abord accepté les mécanismes qui régulent l'élection. Oui. Donc moi, en tant qu'acteur politique, je n'attends rien de l'ECAM, encore moins du Conseil constitutionnel, quand il y a élection. Oui. Tout se joue au niveau du bureau de vote. Si vous avez les représentants dans les bureaux de vote, quand je dis les représentants, c'est les vrais. Parce qu'il y en a qui sont achetés à coup de billets par le RDPC pour fausser les procès-verbaux. Quand vous avez les vrais représentants au niveau des bureaux de vote, si vous avez gagné, rien ne va changer. Le code électoral doit être toiletté. Il n'a jamais été interdit à un parti politique ou alors à un candidat de publier par le biais des réseaux sociaux les résultats qu'il a en sa possession. Donc si vous avez tous les PV d'une élection, vous ne vous déclarez même pas vainqueur, mais vous les filmez, vous mettez sur les réseaux sociaux. Mais seuls les PV, le problème, c'est que seuls les PV... Mais tous les PV, non, ça c'est un faux débat. Ça c'est un faux débat. Parce que c'est le code électoral, Joseph. Ça m'étonne. Allez-y. Chacun doit photocopier son PV et mettre dans le... Non, madame, il n'y a pas la photocopie. Poursuivez. Comme je vous en prie. Ça me gêne vraiment qu'une ancienne de la politique parle de la photocopie. Joseph Niek, allez-y. On était sur les PV de l'ECAM. À une élection sérieuse, il n'y a pas de PV. Il n'y a que le PV de l'ECAM qui est fait en nombre d'exemplaires par rapport aux représentants d'abord attitrés, c'est-à-dire l'ECAM et l'administration, et ceux des partis politiques. Donc, quel que soit le président de la République qui va exister au monde, il ne permettra jamais qu'un PV d'un tiers individu tienne. Tous les représentants des partis politiques dans les bureaux de vote ont en leur possession un PV qui leur est délivré par l'ECAM. Donc, le débat sur le PV de l'ECAM, il n'y a pas de PV. Si j'ai été à une élection, que j'ai surveillé le vote, le PV qui ressort de là est le PV qui est délivré par l'ECAM, mais qui a les signatures de tous les représentants présents à cette opération. Donc, ce que nous avons souvent entendu, c'est que... Je vous dis que ceux des acteurs politiques qui le disent ne disent pas la vérité, c'est la mauvaise foi. Je ne peux pas avoir été dans un bureau de vote que j'ai un PV différent de celui que tous les membres représentent, parce que tous les partis présents signent. Donc, le PV doit avoir les signatures de tous les représentants des partis qui ont... Il n'y a pas une possibilité qu'on leur fasse re-signer cela après? Mais je suis en train de... Ça veut dire que si on re-signe cela après, ça c'est des jeux politiques. Et ça, c'est le jeu du RDPC. Ça veut donc dire que vous repartez... Le RDPC part renégocier avec les représentants qui étaient dans le bureau de vote. Et c'est à vous, permettez-moi de parler. J'ai été interrompu à tout moment. Je n'ai pas pu élaborer. Je n'ai même pas pu répondre à votre question. Vous avez 30 secondes. Vous m'avez posé la question de savoir si je vais aux élections en comptant sur l'ECAM. Je vous ai dit qu'un opposant sincère, honnête, ne peut pas attendre grand-chose de l'ECAM. Il lui revient d'être présent dans les bureaux de vote et aller au Parlement pour changer les lois. Donc moi, en tant que député, mon combat n'est pas maintenant, mais c'est une élection pour aller au Parlement. Donc il me revient à moi de protéger mon vote. Merci. Grimbalda, le SDF, dans une sortie récente, a menacé de boycotter ce triple scrutin qui devrait se tenir au Cameroun. Et il y a parmi les raisons de ce boycott-là la modification consensuelle du code électoral. Qu'est-ce que cela devrait changer de manière concrète? Est-ce que si le code électoral avait été changé, Joshua aussi, par exemple, à l'élection présidentielle, ça va fait mieux? Ça va bouger l'opinion publique. Le SDF, avec son expérience, a constaté que c'est impossible
d'un parti d'opposition de gagner une élection au Cameroun avec le présent code électoral. C'est pratiquement impossible. Le gouvernement, le RDPC, a bien fait ses calculs. Vous voyez les lois. La Cour constitutionnelle, elle est comme affaire de PV qu'on vient de parler. Le gouvernement a bien fait ses calculs. N'importe quoi qu'on fasse, un parti d'opposition ne peut pas gagner une élection ici au Cameroun. Le SDF, si le RDPC a 300, donc nous avons perdant. Oui, nous avons perdant, j'allais dire. Non, nous avons 360 communes, n'est-ce pas, 359. Le RDPC seul a 300. Et les autres communes ont été arrachées par la force, certains niveaux, par les partis d'opposition. On avait gagné à Yaoundé 6e. Le RDPC a pris ça avec la force. Je me souviens, il y a quelques années, à Yaoundé 4e, le SDF a gagné. On nous a dit que les conseillers du RDPC ont une réunion qui finisse d'abord avant que les conseillers du SDF viennent. Et quand ils sont entrés là-bas, on a déclaré qui est maire. Bon, voilà. Donc il y a des fautes, du RDPC. C'est ça le problème. Donc il y a ce complot électoral RDPC. Ça existe toujours. On ne peut pas gagner. Donc, on doit changer le code électoral. Donc, jusqu'ici, si rien n'est fait, le SDF... Et le SDF va boycotter la session parlementaire qui vient en novembre et va aussi empêcher les élections d'avoir lieu. Voilà. Parce que c'est inutile. Voilà, merci. Hélène Com, est-ce que vous comprenez ces griefs, ces insuffisances liées à l'ECAM, au code électoral, qui sont soulevés aujourd'hui par cette formation politique de l'opposition? Oui, moi je pense qu'il y a un peu d'exagération. Quand vous entendez les uns et des autres, même autour de cette table, les interventions du co-panéliste de RDF ou alors celui de PCR. Mais vous vous rendez seulement compte que dans ma tradition, on dit que quand quelqu'un te dépasse, il faut porter son sac. Vous ne pouvez pas ne pas venir vers le RDPC, demander au RDPC comment vous faites pour c'est un grand bandit. Vous devez venir vers le RDPC, avoir l'expertise de RDPC pour améliorer votre façon de gérer. Permettez, messieurs, je vous en prie. J'ai la parole. Vous n'allez pas m'empêcher de parler. Allez-y. Donc, moi, je voulais simplement dire que, sincèrement, nous sommes des partis divers autour de ça, mais nous sommes tous des Camerounais. Soyez un peu sincères. Parce que tout ce qui bloque, c'est ce manque de sincérité. Vous avez dit que nous avons presque tous les sièges dans l'ensemble du territoire, dans les communes, etc. Vous avez raison parce qu'on fait un travail brillant. Pendant que vous êtes en train de tirer sur le RDPC, nous sommes sur le terrain. Nous sommes en train de travailler. Vous avez remarqué le secrétaire général du comité central et tous les week-ends, nous sommes tous les week-ends sur le terrain pour sensibiliser les militants, pour demander qu'on nous vote. Et demain, quand nous aurons encore plus de sièges, vous allez continuer à tirer sur nous. Moi, à mon humble avis, je vous le dis tout sincèrement, mais je n'ai pas peur d'être attaqué parce que ça, c'est mon pain quotidien. Je vous conseille de venir vers le RDPC et demander leur expertise, leur demander comment vous faites pour briller autant et essayer de changer de technique. On connaît D'accord, déjà. merci. François Bocquet, après la rentrée en scène pour une première fois à une élection présidentielle du Conseil constitutionnel, ses membres ont fait l'objet de vives critiques lors du contentieux post-électoral. Le Conseil constitutionnel, on le rappelle, qui est garant de la conformité du processus électoral. Aujourd'hui, après tous les griefs qui ont été soulevés, notamment sur 5 des 11 membres, est-ce qu'il y a encore, on peut encore accorder du crédit à cette institution? Mais ça fait partie des petits goulots d'étranglement que j'évoquais tout à l'heure. Lorsque je pense que pour qu'un organe comme celui-là soit sincère, qu'il puisse faire l'unanimité, et on devait limiter les pouvoirs nominatifs. On devait, par exemple, dire le pouvoir du chef de l'État il choisit 3 membres, les partis d'opposition 3 membres, le clergé 3 membres, les chefs traditionnels 3 membres, ainsi de suite, pour faire une sorte d'équité. Mais vous ne pouvez pas être un acteur présent et choisir ceux qui vont vous juger. C'est là où il y a une petite tricherie politique. Elle passe
mais ça n'augure pas une certaine sincérité. Et voilà des choses donc il faut changer. Après cela, maintenant, parce que il serait difficile, vous qui êtes là, de condamner votre PDG ici, à la télé, de ne pas dire le contraire de ce qu'il pense, sachant que votre salaire dépend de lui. Oui. Alors cela s'applique partout. Si on veut donc que les choses soient normales, que les Camerounais aient des élections presque irréprochables, parce qu'on ne peut pas les avoir peut-être à 100%, mais qu'on commence par mettre des bases légales. Des bases légales qui vont prendre en compte tous les desiderata des hommes politiques, comme je le disais, de la société civile, monsieur tout le monde. Cela n'est pas fait. Nous allons toujours avoir un contentieux. Heureusement que ceux qui tiennent les rênes savent que ce contentieux ne changera rien aux résultats qui sont presque connus d'avance. Moi, je vais vous dire, parfois j'ai couvert certaines élections ici. Il y a des choses que vous allez remarquer qui font donc que les Camerounais ne perdent plus leur temps. Une élite va se lever après une élection, sachant que voilà comment, par exemple, le RDPC fait sa campagne. Parce que c'est le cas qui est souvent flagrant. Si à Yaoundé, il y a un maire quelque part, et un député ou bien un ministre, et que le SDF, par exemple, vienne à gagner dans la région, ils vont se vider de tout leur sang pour récupérer ce poste-là. Parce que la sanction viendra d'en haut. Est-ce que la politique au niveau même du RDPC est libre? Est-ce qu'on pratique librement? On vous assigne des résultats et on choisit des mauvais candidats. Alors, lorsqu'on a choisi des mauvais candidats à qui on assigne des résultats, des gens qui n'ont pas d'assises politiques, qu'est-ce qu'ils vont utiliser? C'est cette force financière pour s'imposer et ayant en face des gens qui n'ont que leur probité, qui n'ont que leur plan politique attrayant. Et face à une puissance financière, il n'y a pas match. On n'est pas encore cultivé au Cameroun pour avoir une certaine maturité politique pour pouvoir choisir entre un dirigeant qui va changer le pays et les espèces sonnantes et trébuchantes qu'on vous présente de l'autre côté. Merci. Joseph Niek, au rang des griefs soulevés par les avocats lors de ce contentieux post-électoral, il y avait notamment le fait que 5 membres sur 11 ne donnaient pas de garantie de leur impartialité que requiert justement leur fonction. Votre appréciation et vos attentes du Conseil constitutionnel. Ce sera votre dernière prise de parole. Non, je pense que, et comme c'est ma dernière prise de parole, il faut qu'on me laisse aller au fond. Le problème, c'est qu'on a plus assez de temps. On ne peut pas les gens qui disent qu'ils disent la vérité. Le problème, c'est qu'on a plus assez de temps, donc il faut d'abord dire que ces avocats ne sont pas sérieux. Parce que le Conseil constitutionnel est juge de la validation des candidatures. Vous ne pouvez pas remettre en cause l'impartialité de quelqu'un après que cette même personne ait été partiale pour valider votre candidature. Maintenant, en ce qui concerne le Conseil constitutionnel, parce que c'est une loi, c'est la loi, je crois, de 2004 qui a été tuée, permettez-moi l'expression, en 2012, qui organise le Conseil constitutionnel. On ne connaît pas, il n'existe pas au Cameroun. Du moins, lorsqu'on parle du Conseil constitutionnel, retenons d'abord qu'il est compétent pour l'élection présidentielle, l'élection parlementaire et les élections référendaires. Oui. Donc, à ce Conseil d'élection municipale, elle est réglée dans le code électoral. Bien sûr. Au Cameroun, à l'élection présidentielle et à l'élection parlementaire, le Conseil constitutionnel est celui qui proclame en premier et en dernier lieu. Ça pose d'abord problème. Il faut qu'un organe essaye d'abord de proclamer les résultats partiels. Si les parties prenantes estiment que les résultats ne sont pas bons, qu'ils puissent donc avoir la possibilité d'interjecter appel pour le recours. Mais ça n'existe pas. Le Conseil constitutionnel est le premier. Donc on ne peut pas aller saisir le Conseil constitutionnel pour dire que vous introduisez une requête pour contestation d'un résultat. Ça n'existe pas. Parce que quand le Conseil constitutionnel a prononcé le vainqueur d'une élection, ça va. Le débat est clos. Il n'y a plus de recours possible. Il n'y a plus de recours possible. Oui. Donc, ça n'existe pas au Cameroun. Ça, c'est le premier problème. Mais quand les gens parlent de la neutralité, ça, ce sont les principes de droit. Il est écrit nulle part sur la loi qui organise le Conseil constitutionnel que les membres doivent être neutres. Ça n'existe pas. Ça, ce sont les principes de droit. Pour un texte sérieux, c'était quelque chose qui devait y figurer, fixé à la base. Et vous vous rendez étrangement compte, lorsque vous regardez l'article même qui était sérieux, l'article 7 de la loi qui organise le Conseil constitutionnel. L'article 7, alinéa 1, disait que les membres étaient au nombre de 11 et la durée de leur mandat, c'était de 9 ans.
Mais on a ramené à 6. Parce que le président de la République a 7 ans. Ça signifie, et comme c'est lui qui nomme, parce que lorsqu'on vous dit que les membres sont nommés 3 par le président, notamment le président du Conseil constitutionnel, 3 par le président de l'Assemblée nationale, on sait qui est le président de l'Assemblée nationale au Cameroun. Lui-même, quand il prête ses mains, on lui dit merci à ses pairs de l'Assemblée, il dit merci plutôt au président. Ça signifie que lui-même ne nomme pas. Le président du Sénat, lui, on sait ce qui se passe. Vous voyez donc, sur le point de vue de la loi, vous vous rendez compte que le Conseil constitutionnel n'existe pas au Cameroun. Moi, je vous dis, lorsque je vais à une élection, je ne compte pas sur les institutions existantes. Je me bats à assurer mon vote en le contrôlant. J'étais en train de dire à mon frère du SDF que vraiment, il ne peut pas être bloqué dans l'histoire. Les technologies ont avancé. Et je dis bien, rien n'empêche à un candidat qui a tous ses PV de les publier par les réseaux sociaux. Ça, c'est une manière de contourner la fraude. On n'attend rien d'un gouvernement qui ne vide que sur le vol, la fraude, la bastonnade. Parce que une élection à laquelle vous partez perdant. Je ne vous dis pas que moi je pars perdant. Mais écoutez-moi, ne confondez pas la position du SIF à celle du PCN. Vous n'êtes pas d'accord. Au terme des inscriptions sur les listes électorales, là où je suis convaincu que j'aurai les gens pour surveiller le vote, je vais postuler là-bas. Parce que là, je suis sûr que j'aurai tous mes PV et je vais les publier en attendant la décision qui va venir. Parce que je ne les invente pas. Ce sont les PV que l'élection du Cameroun remet à chacun des représentants autour du bureau de vote. Mon combat donc maintenant, c'est d'aller au Parlement pour changer ces lois. Parce que ce sont les lois. Tant que vous ne faites pas le poids. Et il faut dire, le SDF, moi j'ai appris... pour terminer. Oui, moi j'ai appris quand même qu'il fut une année où le SDF a eu sensiblement à une élection présidentielle le même pourcentage que le président de la République. C'était même avec un code électoral pire. Et que le SDF est présent quand même au Parlement, ça veut dire qu'il y a les endroits où vous gagnez. Donc vous ne pouvez pas rester braqué dans l'histoire. Travaillons à avoir une opposition sérieuse, majoritaire au Parlement. On surveille le vote et on change des choses. Ne comptons pas sur la magnanimité des gens qui ne vivent plus sur le vote. Rimalda, votre appréciation et vos attentes du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, on vient de le dire, regardez les membres, 11 membres. Ce sont les qui? Ce sont les anciens cadres du RDPC. Est-ce que je n'attends rien, mon frère, je n'attends rien. Pour être franc, ce sont les anciens cadres du RDPC. Comme ils viennent de le dire, même les 11 membres, le président même devait même nommer seulement 2 personnes. 3 membres par l'Assemblée nationale, par exemple, les autres 3 par le Sénat et les autres 3 par la société civile, ça fait 9, n'est-ce pas? Plus 2 nommés par le président de la République. Moi, je te dis, le président de la République est le chef de la magistrature suprême. Donc, c'est lui qui décide les résultats. Voilà, merci. Avec vous, on termine, Madame Hélène, comme beaucoup de choses ont été dites. Quelques-unes hostiles contre le parti que vous représentez sur ce plateau. Et nous avançons. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Un mot terminé. Je vais rebondir tout simplement en disant que par rapport aux autres intervenants, nous avons eu une brillante élection en 2018, les élections présidentielles, qui a été appréciée par l'international. Il y a des partis qui revendiquent encore, qui parlent de hold-up électoral, comme le MRC. Ça c'est autre chose. Ça, c'est des tendances. On dit que tout ce qui brille n'est pas or. En plus de ça, je voudrais vous dire tout simplement qu'il n'y a aucune œuvre humaine parfaite. Donc, nous devons simplement et humblement, avec les textes qui existent, avancer. Et ça va aussi peut-être concerner ça va concerner également... Le RDPC de Bancaï sera à l'opposition. Non, c'est pas... Oui, le RDPC... Quand nous serons à l'opposition, quand nous serons à l'opposition, nous n'irons... En 2020, il n'y a pas d'élection. Nous n'aurons pas brûlé les écoles. Et si nous allons brûler les écoles quand nous serons à l'opposition... C'est pas un parti d'opposition qui a brûlé les écoles. Est-ce que vous allez laisser ça? C'est votre Bénianti qui a fait brûler les écoles. Je vais rebondir tout simplement. C'est votre incompétence qui a fait brûler les écoles. Je ne permets pas qu'elle dise que c'est les partis d'opposition qui ont brûlé les écoles. Ça n'existe nulle part. C'est l'incompétence du RDPC qui a fait brûler les écoles. Écoutez, j'ai la parole et je maintiens la parole. Oui, mais n'indexez pas, ne versez pas dans du mensonge. Je vous en prie, je ne voudrais pas demander quand... Je vous en prie, permettez, madame, comme vous avez la parole. Allez-y. Je voudrais tout simplement dire que les partis adversaires devaient tout simplement, avec l'existant, parce qu'il n'y a pas une œuvre parfaite, humaine,
il y a déjà des textes, il y a déjà des institutions, il y a déjà les CAM, avec tout ce que ça concerne. Oui. Nous allons cheminer avec ces institutions en améliorant. Donc, ça ne sert à rien de passer le temps à condamner. Oui. Organisez-vous à accepter les institutions qui sont avec des critiques, parce que nous sommes en démocratie, c'est normal qu'on critique, mais nous devons nous organiser également à introduire ça dans un autre débat dans l'avenir. D'accord. Et qui est même proche. Merci, on n'en dira pas plus. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition, de votre émission Chantier Politique. Merci à tous de nous avoir regardés. Je vous donne rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 21h. Bonsoir. Merci.